Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 1er mars 2026 et notre cher ami et frère, le professeur Mohammad Marandi, est avec nous. Bon retour parmi nous, professeur. Merci Nima, c'est un grand plaisir d'être dans votre émission. Ce n'est pas un bon moment pour parler, car c'est une période de tristesse. Nous avons eu hier le martyre du guide suprême de l'Iran, et c'était profondément significatif. C'était extrêmement important pour le peuple iranien, pour l'Iran, pour ce qu'est l'Iran aujourd'hui. Quelle est votre compréhension du bilan de son administration? Il est au pouvoir depuis peu après la Révolution. L'ancien guide suprême de l'Iran, l'imam Khomeini, est décédé peu après la Révolution, puis le guide suprême Ali Khamenei l'a remplacé et a dirigé toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. Hier, il a été martyrisé lors d'une attaque américano-israélienne. Quelle est votre compréhension de l'Iran aujourd'hui? What is your understanding of Iran today? Well, he's received the highest honor. Eh bien, il a reçu le plus grand honneur, le martyre. Et comme vous le savez, pour les chiites en particulier, et pour les peuples du monde entier, défendre les opprimés et lutter contre les oppresseurs fait profondément partie de notre tradition religieuse et culturelle. Qu'il s'agisse du saint prophète, de son gendre l'imam Ali, ou des imams, mais en particulier de l'imam Hussein à Karbala et de sa sœur. Les sacrifices qu'ils ont consentis et la manière dont ils ont tenu bon face à l'oppresseur de leur époque ont eu une immense influence sur la société iranienne et sur l'axe de la résistance. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont toujours été si constants dans leur soutien à la cause palestinienne. Mais pas seulement les Palestiniens. Lorsque les Vénézuéliens ont traversé une crise il y a quelques années, alors que les Américains imposaient un blocus économique, les Iraniens sont venus à leur aide et il en a été de même pour les Cubains, dans la mesure de leurs moyens. Car bien sûr, l'Iran est soumis à des sanctions de pression maximale et ses capacités sont limitées. Mais son soutien aux opprimés, qu'ils soient noirs ou blancs, musulmans ou chrétiens, ou appartenant à toute autre religion ou groupe, n'avait pas d'importance. En Iran, il a joué un rôle clé dans le soutien à la résistance contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Lorsque Nelson Mandela est venu en Iran, il l'a appelé son chef pour le remercier de tout ce qu'il avait fait pour aider la résistance en Afrique australe. Et bien sûr, en Amérique latine, il avait de nombreux amis. Je reçois beaucoup de messages du monde entier, des gens vraiment attristés par ce qui s'est passé. Il était engagé politiquement et s'opposait au régime despotique des Pahlavis. Il a été emprisonné à de nombreuses reprises, y compris dans les pires prisons, et il a également été exilé pendant un certain temps au Sistan et au Baloutchistan. C'est une région sunnite et il l'aimait beaucoup, et cela alors qu'il était encore jeune. Il était actif avant la Révolution, ce qui lui valut d'être exilé et emprisonné à plusieurs reprises. Après la Révolution, il devint l'un des dirigeants. En fait, parmi les membres de la direction, il était le plus jeune des figures clés. Dès que la guerre éclata, il se porta volontaire et partit, bien qu'il n'ait aucune expérience militaire. Il apprit à se battre sur les lignes de front. C'était à une époque où les forces armées iraniennes étaient en très mauvais état, car pendant la Révolution, de nombreux conscrits et officiers avaient quitté l'armée par solidarité avec le peuple. Ils avaient démissionné. Ensuite, après ou pendant la Révolution, de nombreux généraux et hauts responsables quittèrent le pays, et certains de ceux impliqués dans le meurtre de civils furent arrêtés. Ainsi, l'armée, les forces armées, mais l'armée en particulier, n'était pas en bon état. Et les gardiens de la Révolution n'étaient pas vraiment une force de combat sérieuse à l'époque. Ils ne disposaient que de quelques armes légères. Ils combattaient donc une armée très puissante, celle de Saddam Hussein, dans ces circonstances.
Puis bien sûr, il a été assassiné à Téhéran. Il était très doué en calligraphie. Son écriture était magnifique. Il avait perdu son bras droit. Je ne sais pas si les gens l'avaient remarqué, mais il ne pouvait plus l'utiliser car il avait été grièvement blessé à l'épaule. À cet âge avancé, il a commencé à écrire de la main gauche et il ne s'en sortait pas mal. Son écriture restait assez belle. Comme vous le savez, c'était un orateur éloquent. Son persan était remarquable et il avait une profonde connaissance de la littérature persane. He is very deep in Persian literature. His Azeri is because his father. Son azéri est très bon, car son père est originaire de Khamenei et il parle un azéri très fluide et littéraire. Il connaît bien sa littérature. Sa connaissance de la littérature arabe et persane est remarquable. Mais sa connaissance de la littérature anglaise était également excellente. C'est quelque chose que je sais. Il lisait des romans en anglais, à l'époque d'avant Internet. Je me souviens qu'il lisait le magazine Time et Newsweek. Plus tard, je ne sais pas ce qu'il lisait. Mais à cette époque, je me rappelle qu'il lisait cela. Et il connaissait certains écrivains. Je ne citerai pas de noms, car cela n'aurait aucun intérêt, mais des noms que certaines personnes reconnaîtraient. Il était donc très instruit. En prison, l'un de ses codétenus était un communiste qui l'admirait beaucoup. Mais après son assassinat, enfin après la Révolution, il est devenu président. Ce qui était intéressant, c'est que vers la fin de la guerre, lorsque les Américains sont entrés dans le conflit aux côtés de Saddam Hussein, ils combattaient ensemble l'Iran, tout comme le régime israélien et les Américains le font aujourd'hui. À l'époque, les Américains étaient entrés en guerre du côté de Saddam. Ils ont attaqué nos navires dans le golfe Persique, abattu un avion de ligne avec 290 personnes à bord, détruit des installations pétrolières, tué des officiers de marine dans la région du Golfe et coulé des navires. À ce moment-là, comme les combats se déroulaient mal parce que l'Iran faisait face à deux ennemis, il a quitté l'Iran pendant la phase finale de la guerre, qui fut la période la plus difficile, tout comme au début de la guerre, lorsqu'il avait également été volontaire. Il s'est rendu sur les fronts de guerre en tant que président, et je l'y ai vu. Tout le monde était très inquiet pour lui, car la situation était instable, mais il n'a cessé de se déplacer d'une position à l'autre sur les lignes de front, surtout sur les fronts du Sud, où les choses étaient très difficiles. C'était un homme sans peur. En même temps, comme vous le savez, il est très spirituel et possède une personnalité extraordinaire, très poli. Très poli. Je n'étais pas proche de lui, mais je l'ai rencontré plusieurs fois. Je me suis en fait assis avec lui, il y a peut-être une dizaine d'années, et il m'a demandé de faire quelque chose. J'ai eu 4 réunions avec lui. Il était très poli, extrêmement poli, et très humble, mais pas faible. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il avait une personnalité fantastique. Mais en tout cas, lorsque l'imam Khomeini est décédé en 1989, il est devenu le dirigeant. Et bien sûr, l'imam Khomeini était une figure imposante. Il incarnait la révolution, l'homme qui avait renversé le Shah. Prendre sa place était donc une tâche redoutable. Mais au fil des années, il a accompli un travail extraordinaire. Tout au long de sa direction, les Américains ont conspiré contre lui. L'Occident a toujours conspiré contre lui, contre l'Iran et contre la République islamique. Il a dirigé alors que différents présidents se succédaient, chacun avec une vision du monde très différente, depuis M. Rafsanjani, qui a poursuivi une politique économique libérale dans les années 1990. Rappelons que c'était à une époque où la gauche s'était effondrée dans le monde entier. Ainsi, le monde entier s'était en quelque sorte orienté vers le libéralisme, et cela avait également eu un impact sur l'Iran.
Beaucoup de gauchistes, comme vous le savez en Iran, sont devenus des libéraux. À cette époque, l'économie libérale commençait à se développer, et cela ne lui plaisait pas beaucoup. Il n'en était pas satisfait. Il soutient le secteur privé, mais il estime que personne ne doit être laissé pour compte et que les dépossédés et les défavorisés doivent être soutenus et autonomisés. Mais bien que ses opinions aient différé de celles de M. Rafsanjani, puis du président Khatami, puis du président Ahmadinejad, il n'a jamais entravé leur travail. Il s'efforçait de veiller à ce que les politiques d'indépendance et de justice sociale de l'Iran demeurent intactes, quel que soit le dirigeant en place. Il a donc en quelque sorte joué un rôle de modérateur entre les différents présidents, car il nous arrivait parfois de passer d'une position radicale à une autre, complètement opposée. Mais il veillait toujours à garder tout le monde à bord. En d'autres termes, quelle que soit l'opposition au président en place, il essayait de la maintenir dans le navire. Il a toujours été quelqu'un qui s'efforçait de rassembler les nombreuses factions politiques à une époque où le pays traversait tant de difficultés. Et je pense que plus récemment, les gens ont pu voir comment, pendant la guerre de 12 jours, malgré l'attaque éclair, il a su gérer les affaires et unir le pays, ainsi que les forces armées. Après, je ne sais pas, 17 heures, je ne suis pas sûr du nombre exact d'heures, l'Iran a commencé à riposter, et peu à peu la situation s'est inversée. Au cours des 8 derniers mois, il a accompli un travail si extraordinaire que désormais, même en son absence, les forces armées savent quoi faire. Elles ont tiré les leçons de la guerre de 12 jours. Il savait qu'il y aurait une autre guerre et il a préparé tout le monde à cette situation. Et même si l'Iran n'a pas été pris au dépourvu cette fois, il est inévitable que lors d'une attaque éclair, il y ait des pertes. Ils n'ont cessé de dire qu'ils se cachaient, mais ce n'était pas le cas. J'aurais préféré qu'il se soit caché quelque part. Mais il a dit, « Beaucoup de gens ne peuvent pas quitter leur maison. Je ne veux pas quitter la mienne. » Il a donc été martyrisé alors qu'il jeûnait pendant le Ramadan dans son bureau en pleine réunion. Et cela, je pense, a profondément marqué la société iranienne, ainsi que des personnes en dehors de l'Iran. On peut voir que la sympathie et le soutien envers la République islamique dépassent aujourd'hui largement ses frontières et même la religion. Je pense que cela en dit long, malgré la lourde propagande. Car il faut se rappeler qu'aucune de ces dictatures arabes de la région du Golfe Persique, aucune, n'est amie de l'Iran. Al Jazeera n'est pas une amie de l'Iran. Ils ne sont pas amis de la résistance. Al Arabiya, pas un ami de la résistance. Et bien sûr, les médias occidentaux sont toujours hostiles. Ainsi, les gens, où qu'ils soient dans le monde, reçoivent ces informations à votre sujet. Même moi, quand je me souviens, lorsque j'ai passé mon examen de doctorat et obtenu une bourse pour étudier à l'étranger, avec plusieurs autres collègues. Quand nous étions à l'étranger, même si j'étais en contact avec l'Iran et que je lisais des livres iraniens, je m'inquiétais encore de la situation en Iran, parce que je voyais constamment les nouvelles selon la perspective occidentale. BBC, CNN, The Guardian, The Times, The Independent, The New York Times, The Washington Post. Cela vous donne une vision très partiale et déformée de l'Iran. Ils sont en réalité plus nuisibles qu'utiles, tous autant qu'ils sont. Aucun d'entre eux ne vaut quoi que ce soit lorsqu'il s'agit de l'Iran. Donc même quand j'étais à l'étranger, cela m'affectait. Maintenant, imaginez les gens dans le monde entier. Tout ce qu'on leur sert, c'est de la propagande anti-iranienne, de la propagande anti-révolution islamique. Et pourtant, malgré cela, tant de gens sont en deuil, et on peut le voir en ligne, malgré les algorithmes et tout le reste. Et je pense que ce que nous voyons depuis, environ 36 heures maintenant, peut-être un peu plus ou un peu moins, depuis le début de la guerre,
c'est que l'Iran prend progressivement l'avantage. Et cette fois, ce n'est pas seulement contre le régime israélien, c'est contre les États-Unis. C'est contre le régime occidental et le régime israélien. Le véritable pouvoir, ce sont les États-Unis. And the Israeli regime. The real power is the United States. Its air power is far greater than the Israeli regime. So you Sa have puissance aérienne est bien supérieure à celle du régime israélien. Ainsi, vous avez le régime israélien plus une puissance bien plus grande que le régime israélien. Et l'Iran combat cette force combinée à un moment où le dirigeant a été assassiné et est devenu martyr. Je pense que cela montre l'efficacité de sa gestion du pays et la manière dont il parvient à maintenir l'unité. Le président appartient à une orientation politique, l'ancien président à une autre, le président du Parlement à une troisième. Donc vous avez toutes ces personnes, et il s'efforce constamment de les rassembler, de s'assurer qu'elles s'assoient à la même table, alors que certains s'en prennent à une faction, en les qualifiant de radicaux, et que d'autres traitent les réformistes de vendus ou d'orientés vers l'Occident, lui ne voit pas les choses ainsi. Il essaye de rallier tout le monde. he doesn't see it that way. He tries to bring everyone on board. The extremists, of course, they do what they do and they don't care about any. Les extrémistes, bien sûr, font ce qu'ils font et ne se soucient de rien d'autre, quelle que soit leur orientation politique. Mais il a réussi à maintenir le pays en mouvement. Aujourd'hui, l'Iran prend effectivement le dessus sur les États-Unis et le régime israélien, avec la force combinée de tous les acteurs régionaux. Les États-Unis utilisent l'espace aérien turc pour que les AWACS de l'OTAN recueillent des renseignements. Ils utilisent des bases en Turquie, leurs bases radar, pour aider le régime israélien, à la fois sur le plan offensif et défensif. Dans toute la région du Golfe Persique, ils utilisent toutes les bases qui s'y trouvent. It's using all the bases there. It's using an air Il utilise une base aérienne située au cœur de l'Arabie saoudite et près d'Amman, en Jordanie. Il y a une autre base importante. Ainsi, tous les pays de la région, l'OTAN, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, sont opposés à l'Iran dans cet axe de résistance. Pourtant, il a réussi à accomplir quelque chose de remarquable. Malgré une seconde attaque de type Blitzkrieg, ils n'ont pas réussi à prendre le dessus sur le pays. Ils faisaient preuve d'une grande intelligence en matière de politique étrangère. Ils comprenaient les États-Unis mieux que quiconque. Par exemple, avant la guerre de 12 jours, lorsqu'il a permis au gouvernement iranien d'engager des négociations indirectes, c'était un nouveau gouvernement, ils espéraient parvenir à un résultat. And they were hoping to get somewhere. So he did not want to say no to the new president. Il ne voulait donc pas dire non au nouveau président. At the same En time, même he temps, wanted il voulait to s'assurer que les États-Unis ne nous placent pas dans une situation politique difficile. Il a donc autorisé des négociations indirectes. Et ensuite, nous avons vu, tandis qu'il guidait soigneusement les discussions, comment les Américains ne cessaient de déplacer les objectifs. Au début, vous vous en souvenez sûrement, Wyckoff est passé sur Fox News et a déclaré que oui, il pouvait enrichir de l'uranium pour produire de l'électricité. Puis, il a déplacé les objectifs et les a déplacés encore. Et entre les 5e et 6e cycles, ils ont conspiré pour attaquer l'Iran et ils l'ont fait. They had conspired to attack Iran and they carried it out. So what he did through those negotiations. Ce qu'il a fait à travers ces négociations, c'est montrer aux Iraniens ordinaires et à la communauté internationale que le problème, ce n'est pas l'Iran, c'est eux. Cette fois encore, il a fait la même chose et il a été très attentif à choisir Oman, car Oman est plus équilibré que les autres. La Turquie cherche constamment à obtenir quelque chose des Américains, à faire quelque chose qui profiterait aux États-Unis afin d'en tirer un avantage en retour. Erdogan a ses propres intérêts, pas ceux de l'Iran, ni de la Palestine, ni quoi que ce soit de ce genre. Mais Oman est plus équilibré. Ainsi, le ministre omanais des Affaires étrangères est allé aux États-Unis, a déclaré qu'il y avait eu des progrès, et ensuite les États-Unis ont attaqué.
Et cela, bien sûr, a de nouveau montré au monde où en étaient les choses. Je pense qu'il était très sophistiqué, très subtil, très tolérant. Mais en même temps, lorsqu'il fallait être ferme, il l'était. Vous savez, lorsque les Américains et le régime israélien ont attaqué la première fois, il est venu et a prononcé ce discours en disant essentiellement que nous les vaincrions. Et en fin de compte, ce sont les Israéliens qui ont demandé le cessez-le-feu, pas l'Iran. C'est la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu quelqu'un comme lui dans l'histoire récente, nulle part dans le monde. La seule personne à laquelle je puisse le comparer est Saïd Hassan Nasrallah, bien que je ne l'ai pas connu personnellement. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Et c'était intéressant parce qu'il parlait couramment le persan. Et il avait aussi un assez bon accent. Mais c'était une personne extraordinaire. Il s'est battu pour le peuple de Palestine. C'est un martyr pour la Palestine. Le plus grand martyr pour la Palestine, je pense, de tous les temps. Et je crois que tout le travail qu'il a accompli pour créer cet axe de la résistance portera ses fruits. Cela réduira le pouvoir de l'Occident, lentement mais sûrement, et donc diminuera le pouvoir du sionisme. Et aujourd'hui, nous voyons que le sionisme est désormais méprisé à travers le monde. C'est grâce à ce que l'axe de la résistance a accompli au cours des 2 dernières années, et je ne sais pas 5 mois, disons. Le chef du Conseil national de sécurité iranien a averti les États arabes que ce que fait l'Iran vise les bases américaines situées dans leur pays. Et comme l'Iran ne reconnaît pas ces bases comme faisant partie de leur territoire, il les considère comme appartenant aux États-Unis, c'est pour cela que l'Iran les attaque. Pensez-vous, ou avez-vous le sentiment que l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis pourraient rejoindre le conflit? Ce n'est pas impossible. Mais évidemment, l'Iran a tout à fait le droit de frapper tous ces pays, car il ne s'agit pas seulement des bases américaines. Ils ont des intérêts dans différentes régions du pays et dans la ville. La CIA a ses bureaux, l'armée américaine a les siens, Trump a les siens, et Witkoff et d'autres ont leurs propres intérêts. Ce sont les ennemis. L'ennemi bombarde l'Iran, et il utilise ces pays. Ils sont tous complices, chacun d'entre eux. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas dire « je suis neutre » tout en laissant son territoire être utilisé contre son voisin. Ce n'est pas acceptable. L'Iran va donc s'en occuper, et il s'en occupe déjà. Mais ne vous y trompez pas. Si les Émirats arabes unis s'en prennent à l'Iran, ce sera la fin des Émirats arabes unis. L'Arabie saoudite n'est pas en position de combattre l'Iran. Je veux dire, qu'est-ce que l'Arabie saoudite pourrait apporter ou ajouter à ce que les États-Unis font déjà? Mais l'Arabie saoudite, si elle est frappée par l'Iran, est très vulnérable. C'est un désert avec du pétrole. Vous savez, l'Occident aime qualifier la Russie de station-service. Si un pays mérite cette étiquette, même si elle n'est pas tout à fait exacte, ce serait l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite dépend entièrement de ses exportations de pétrole, et elle est donc totalement vulnérable. Alors, s'ils ne veulent pas que l'Iran frappe, ils devraient expulser toutes ses forces d'occupation. Toutes les forces américaines et occidentales, si elles quittent l'Arabie saoudite ou les Émirats, alors c'est terminé, il n'y a plus de problème. Mais elles mènent la guerre contre l'Iran en utilisant leur territoire, en particulier leurs bases aériennes en Arabie saoudite. Elles utilisent également les bases aériennes des Émirats. Elles disposent de toutes sortes d'installations, des sites de collecte de renseignements et de surveillance, en dehors des bases militaires. Ce n'est pas acceptable. Cela revient à participer à une guerre contre le pays. Nous verrons donc ce qui se passera avec l'Arabie saoudite et les Émirats. Mais s'ils font un geste insensé, ils donneront à l'Iran le droit de les traiter d'une manière très différente
de celle qu'il adopte actuellement. to deal with them very differently from what they're doing now. I forgot to ask you. J'ai oublié de te demander, beaucoup de personnes dans notre public ne savent pas ce qui se passe en Iran, en l'absence du guide suprême. Qui dirige le pays pendant son absence? You know, Nima, you know this. And Tu sais, Nima, tu le sais déjà, et je t'ennuie sûrement. Mais la constitution iranienne est très sophistiquée. L'Occident aime présenter toutes les entités non occidentales comme étant peu sophistiquées, tout en prétendant être lui-même le plus raffiné. En réalité, la constitution iranienne est très sophistiquée et elle a très bien fonctionné depuis 47 ans. Après la disparition de l'imam Khomeini en 1989, juste après la guerre, dès le lendemain, nous avons eu l'ayatollah Khamenei comme dirigeant, choisi par le Conseil des experts, un organe élu qui désigne et peut également révoquer un dirigeant. À l'époque, nous avons connu l'assassinat du président et du premier ministre en même temps. C'était un événement majeur. À ce moment-là, la Constitution était un peu différente. Nous avions un premier ministre, ils ont été assassinés ensemble, puis nous avons organisé de nouvelles élections. Nous avons traversé de multiples crises parce que l'Occident a toujours cherché à nous nuire. Pourquoi? Parce que nous avons été indépendants, parce que nous avons été pro-Palestine, parce que nous avons soutenu les mouvements de libération à travers le monde, en Afrique australe, en Amérique latine, et ainsi de suite. Nous avons œuvré contre l'Empire. Dès le début des années 1980, l'Iran soutenait la résistance au Liban pour expulser les Israéliens, car ces derniers avaient occupé le Liban et pris la capitale en 1982. Nous avons donc traversé de nombreuses crises. La Constitution est très claire. Lorsque nous perdons le dirigeant, qu'il décède ou qu'il soit martyrisé, comme ce fut le cas de l'ayatollah Khomeini, un conseil est formé, comprenant un représentant du Conseil des gardiens, qui est différent du Conseil des experts. Le président et le chef du pouvoir judiciaire forment un conseil qui dirige les affaires jusqu'à ce qu'un nouveau dirigeant soit choisi. Qui choisit le dirigeant? Le Conseil des experts, l'organe élu composé de experts en droit islamique, en jurisprudence, des juristes de haut rang, un peu comme des avocats. Donc pour le moment, ce conseil gérera les affaires. Puis lorsque le nouveau dirigeant sera choisi, ce dernier prendra la relève et disposera de la même autorité qu'avait l'ayatollah Khamenei. Je pense que nous aurons une continuité. Le prochain dirigeant poursuivra probablement des politiques similaires à celles de l'ayatollah Khamenei. Le président, contrairement à ce que certaines personnes croient, j'ai vu des gens dire cela en ligne, est très proche du dirigeant. Le chef du pouvoir judiciaire et le représentant du Conseil des gardiens sont également proches du dirigeant. Je pense donc que nous allons assister à une continuité jusqu'à l'arrivée du nouveau dirigeant et qu'ensuite nous aurons encore de la continuité. Je ne suis donc pas inquiet pour l'avenir, je suis optimiste à ce sujet. Et je pense, ironiquement, que le martyre de l'ayatollah Khamenei va renforcer l'Iran et la résistance, car cela a provoqué la colère de l'Iran et celle des gens au-delà de ses frontières. Regardez ce qui se passe en Irak, par exemple, au Pakistan. C'est une force avec laquelle les Américains devront composer dans les jours et les semaines à venir à travers l'Asie occidentale en temps de guerre. Et cela a rendu les Iraniens ordinaires encore plus déterminés qu'auparavant. Partout à Téhéran, il y a eu des cérémonies de deuil dans différents quartiers de la ville, simplement spontanées, commençant dès 4 ou 5 heures du matin. Les gens sortaient simplement en grand nombre. Beaucoup de personnes étaient dehors tard hier soir pour soutenir l'État, mais elles ne savaient même pas encore qu'il avait été martyrisé à ce moment-là. Alors les gens sont restés éveillés jusqu'au matin et dès l'aube, ils étaient dans les rues. Voilà l'ambiance. À présent,
l'Occident voudrait se concentrer sur ceux qui n'aiment pas la révolution islamique et la résistance, et qui soutiennent le régime israélien ou les États-Unis. Mais il s'agit d'une petite minorité. On les voit sur les campus, on les voit à différents endroits, ils ne sont pas significatifs. Et maintenant, ils sont encore moins nombreux après la guerre, quand certains de ces gens qui pensaient que, vous savez, ils étaient, eh bien, ce sont des jeunes naïfs. Ils regardent les médias occidentaux et pensent, oui, ils veulent apporter la liberté, et ainsi de suite. Et puis la première chose qui se produit, c'est qu'ils massacrent combien déjà? Environ 165 enfants dans une école à Minab. Des petites filles dans une école primaire. Est-ce que tu vois les médias occidentaux en faire tout un drame? Et puis, je crois, presque 20 filles dans un gymnase, qui s'entraînaient au volleyball. J'ai vu que certaines personnes ont un problème avec les filles. Alors ils les ont massacrées. Et les gens voient cela. Les gens voient ce qu'ils ont fait à ces petites filles. Comment ils les ont abattues, comment ils n'ont ni honte, ni regret, ni excuses, rien. Les médias occidentaux les ignorent, mais préfèrent faire semblant que des milliers de, je ne sais pas, manifestants pacifiques se faisaient abattre dans les rues à une époque où il n'y avait pas d'Internet et où ils ne pouvaient même pas savoir ce qui se passait en Iran. Ils formulaient ces fausses accusations comme si elles étaient réelles, mais ils ont ignoré cela. Donc, les gens, même ceux influencés par l'Occident, ne représentent pas tout le monde. Il y en aura toujours qui gardent les yeux fermés, comme ces salafistes hostiles à l'Iran quoi qu'il arrive. Même quand Trump dit « j'ai installé », je m'écris, et il continue à dire « non, non, il est bien ». Peu importe les preuves qu'on leur donne, montrant que c'était dès le départ un complot de la CIA pour aider le régime israélien, ils ne l'accepteront pas. Ces gens-là, parce qu'ils sont profondément sectaires et irrationnels, ressemblent à certains de ces gauchistes en Europe qui ont toujours été hostiles à l'Iran. Ils rejoignaient les mouvements pacifistes pour arrêter la guerre contre Saddam Hussein, dont je faisais partie, et l'Iran s'opposait aussi à cette guerre. Le cheikh Hassan Nasrallah s'opposait également à la guerre. Il en parlait ouvertement. Tout le monde le faisait. Et je faisais partie de ce mouvement. Mais ces gauchistes, surtout les Européens, rejoignaient les mouvements pacifistes. Pourtant, dans le cas de la Syrie, comme c'est d'une certaine manière lié à l'Iran, ils ont fini par soutenir la CIA. Il y a donc des gens, qu'il s'agisse de ces groupes takfiri ou salafistes, de gauchistes occidentaux, ou même de libéraux iraniens, qui ferment simplement les yeux, quoi qu'il arrive. Ils ne veulent jamais voir la réalité. Il faut simplement passer à autre chose. Discuter est une perte de temps. Mais après son martyre, les gens sont devenus plus déterminés. Et je pense que c'était une grave erreur de calcul. Il a obtenu ce qu'il voulait, je n'en doute pas. Il l'avait déjà dit à de nombreuses reprises. Mais cela a renforcé la détermination du peuple iranien et accru le soutien à l'axe de la résistance, à la fois au-delà des frontières de l'Iran et à l'intérieur du pays. Je considère donc cela comme un échec pour l'Occident. Professeur, quelle est la stratégie actuelle de l'armée iranienne et des gardiens de la Révolution ensemble? Le détroit d'Ormuz est fermé et nous avons vu beaucoup d'images en provenance d'Israël. L'Iran frappe Israël d'une manière qu'il n'a jamais subie auparavant. Alors, quelle est la stratégie? L'accent est-il mis sur le détroit d'Ormuz et sur Israël, ou vont-ils également viser les Américains? Eh bien, tu sais, Nima, toi et moi avons discuté de ces sujets pendant de nombreux mois, et tes autres invités aussi. Mais tu vois à quel point les médias et les analystes occidentaux sont surpris par la résilience de l'Iran et par la manière dont l'Iran riposte,
surtout dans le Golfe Persique. Ils ne devraient vraiment pas être surpris. Nous en parlons depuis longtemps. Personne qui regarde ton émission ne devrait être étonné que l'Iran frappe des cibles ou des intérêts américains dans la région du Golfe Persique, ni que le détroit d'Ormuz ait été fermé. Cela montre simplement le niveau d'ignorance des analystes occidentaux spécialisés sur l'Iran, ainsi que des politiciens et dirigeants occidentaux en général, qu'ils soient surpris, alors que rien de ce qui se passe en ce moment ne devrait te surprendre, ni moi. Nothing that is happening right now should surprise you or me. And it doesn't, obviously. Et ce n'est évidemment pas le cas. Je pense que l'Iran fait la même chose qu'il a faite à la Turquie pendant la guerre de 12 jours. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, ni quels sont les plans, évidemment, mais je pense que l'Iran augmente progressivement la pression. Il rend les choses de plus en plus difficiles. Aujourd'hui, un navire a été touché dans le détroit d'Ormuz et un autre, je crois, a été frappé juste avant que l'Iran ne commence. Et puis il y a le ciblage, en particulier des Émirats. L'attention est portée sur les Émirats. Pourquoi? Parce que les Émirats sont les plus proches du régime israélien et que les Israéliens et les Américains y ont de nombreux atouts, le Mossad, la CIA, l'armée et ainsi de suite. Et aussi, comme nous en avons déjà parlé, les capacités balistiques de l'Iran sont extraordinaires. Et l'Iran ne dispose pas seulement de 2000 missiles. Je pense que c'est ce qu'ont dit les Israéliens ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du nombre. Le nombre de missiles que l'Iran possède et qui peuvent frapper Israël est bien plus élevé. L'Iran augmente donc progressivement son arsenal de missiles. Ils ont commencé avec de vieux drones. Si tu regardes, je ne suis pas sûr à 100%, mais je le suis à 95%. L'installation radar qui a été frappée dans le Golfe Persique a été touchée par de vieux drones. Et beaucoup des installations visées ont également été atteintes par de vieux drones. Les Américains n'ont pas pu les arrêter, ce qui en dit long sur leur défense aérienne. Leur défense aérienne dans le Golfe Persique n'était pas efficace. Mais l'Iran utilise de vieux drones et de vieux missiles, avec quelques missiles plus récents ici et là. En gros, ce sont les missiles de première génération qui sont utilisés, et ils passent. Mais ils épuisent aussi les défenses aériennes du régime israélien et des Américains. Donc on observe le même schéma que la dernière fois. Sauf que cette fois, l'Iran fait face à un ennemi bien plus puissant, car les États-Unis sont beaucoup plus forts que le régime israélien. Et la puissance du régime israélien, c'est celle des États-Unis. Sans le soutien américain, il s'effondrerait en quelques semaines. Je pense donc que l'Iran augmente la pression dans le Golfe Persique. Nous verrons ce qui se passera à l'ouverture des marchés lundi matin. Cela commence en Asie de l'Est et en Australie, et ainsi de suite. Mais nous verrons bien ce qui se passera lundi et ce qu'il adviendra du prix du pétrole et du gaz, etc. Les Iraniens augmentent progressivement la pression. Ils ne veulent pas provoquer une crise mondiale. Ils ne veulent pas détruire l'économie mondiale. L'Iran ne voulait pas de la guerre au départ. Aucun de nous ne veut la guerre. Mais si elle vous est imposée, vous vous battez. Et l'Iran ne veut pas faire s'effondrer l'économie mondiale. L'Iran n'a pas cette cruauté que possède la classe Epstein. L'Iran n'a aucune cruauté. L'Iran veut que l'économie mondiale fonctionne. Mais l'Iran va exercer une pression croissante sur les États-Unis. Et plus la pression augmentera, plus la communauté internationale fera pression sur les États-Unis et plus les Américains feront pression sur le régime Trump. Et déjà, je pense que la pression augmente aux États-Unis. Je ne dis pas que ça mènera quelque part, mais ce que l'Iran veut faire, c'est intensifier la pression. Et le temps joue en faveur de l'Iran, car logiquement, il est très difficile pour les États-Unis, voire presque impossible, de soutenir cette guerre très longtemps. Mais c'est le terrain de l'Iran. Et souvenez-vous, l'Iran a des alliés régionaux.
Une autre chose, c'est que nous soutenons l'axe de la résistance pour des raisons idéologiques, parce qu'ils sont opprimés. Lorsque les Américains ont occupé l'Irak, bien sûr que nous allions soutenir le peuple irakien. Il en a été de même en Afghanistan, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, alors que l'Iran est confronté à un ennemi, ces mêmes alliés disent « nous soutiendrons l'Iran ». Et donc, ces libéraux en Iran, qui ont toujours dit « pourquoi soutenons-nous ces entités en dehors de l'Iran ?» Maintenant, ils voient que même si l'on considère la question d'un point de vue purement pragmatique et non moral ou idéologique, cela a du sens. Pour nous, c'est les deux. Pour nous, sans moralité, la vie n'a aucun sens. C'est ce qui nous rend si différents. C'est ce qui fait de nous l'axe de la résistance face à l'axe Epstein. Parce que pour nous, la moralité est essentielle. Notre politique doit avoir une dimension morale. Notre existence doit avoir une moralité, à la fois au niveau individuel, au niveau communautaire et au niveau social. Ainsi, les Iraniens ont des alliés dans toute la région. Et par conséquent, ils peuvent accroître la pression, leurs alliés, les Iraniens, sur plusieurs fronts. Et pour eux, c'est aussi une question existentielle, car ils savent que si l'Iran est, Dieu nous en garde, vaincu, ils seront tous vaincus. Et ne doutez pas que si l'Iran échoue, ce sera une très mauvaise nouvelle pour la Chine et la Russie. Donc, ces politiques que j'observe, bien qu'il se soit écoulé moins d'un jour et demi et que je ne veuille pas trop généraliser, me semblent assez similaires à ce que nous avons vu pendant la guerre de 12 jours. Sauf que cette fois, les choses avancent à un rythme plus rapide. Parce qu'à cette époque, la réponse iranienne avait été lente. Cette fois, elle a été très rapide, très ferme et sur plusieurs fronts. Il ne s'agit pas seulement du régime israélien, mais aussi du Golfe Persique, non seulement dans le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz, mais aussi de l'autre côté du Golfe. C'est donc un pays qui mène une guerre sur plusieurs fronts contre un ennemi très très puissant. Je trouve cela extraordinaire. Et bien sûr, c'est là toute la brillance de l'ayatollah Khamenei. Mais encore une fois, nous ne savons pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura de la douleur et de la souffrance. La guerre est une chose terrible. Et les États-Unis et les Israéliens, eh bien, ils ont bombardé Téhéran aujourd'hui assez sévèrement. L'armée de l'air iranienne, d'ailleurs, a mené aujourd'hui d'importantes frappes aériennes dans la région du Golfe Persique. Très impressionnant. Les Américains n'ont pas pu les empêcher, pas plus que le régime israélien. Mais en tout cas, la guerre est la guerre. Je pense que l'Iran gère bien la situation et qu'il va progressivement resserrer l'étau sur Trump. Espérons que la pression à l'intérieur des États-Unis augmentera afin que cette guerre prenne fin plus tôt que tard. Mais l'Iran se battra aussi longtemps qu'il le faudra pour infliger une défaite stratégique aux États-Unis et au régime israélien, ou devrais-je dire au régime Trump et au régime Netanyahou, ou au régime Epstein, ou comme vous voudrez les appeler. Ils leur infligeront cette défaite. Nous avons appris du ministre iranien des Affaires étrangères que l'Iran n'a besoin de l'aide de personne et ne demande l'aide de personne pour le moment. Mais voyez-vous un scénario dans lequel l'Iran pourrait demander à ses alliés dans la région de l'aider à se montrer plus ferme envers les États-Unis? Je pense qu'ils deviennent déjà plus impliqués de leur propre initiative. Mais si les tensions s'intensifient et que l'Iran est contraint d'agir plus durement dans la région du Golfe Persique et contre le régime israélien, les Américains et les Israéliens aussi pourraient accroître la pression autant qu'ils le peuvent. Par conséquent, les alliés régionaux de l'Iran à ce moment-là, pour moi par exemple, disons en revenant à l'Arabie saoudite, si les Saoudiens font quelque chose de stupide, alors il y a le Yémen. La pression monte déjà en Irak et au Yémen, mais cela pourrait aller bien plus loin.
Je pense qu'ils sont tous dans une coordination lâche. Ils resserrent les vis sur tous les fronts, lentement. Coordination. They're turning the screws on all fronts slowly. But most of Iran's capabilities need Mais la plupart des capacités de l'Iran, Nima, sont cachées. overwhelmingly, Iran Dans l'ensemble, les bases de missiles iraniennes n'ont pas été touchées. Elles n'ont même pas été utilisées. Iran only uses a certain L'Iran number n'utilise of qu'un them. certain nombre de ses bases, comme lors du précédent cycle. So Il planifie donc sur le long terme, mais il pourrait aussi commencer à utiliser ces bases dès maintenant. Ils peuvent intensifier rapidement ou le faire progressivement. Mais pour le moment, je pense que l'escalade est graduelle. À moins que les États-Unis ne fassent quelque chose de stupide, ou que les Émiratis, les Saoudiens ou les Israéliens ne fassent quelque chose de vraiment stupide, alors les Iraniens réagiraient très rapidement. Et c'est à ce moment-là, je pense, que l'économie mondiale s'effondrerait soudainement. Nous avons eu Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni, menaçant l'Iran en disant qu'ils allaient rejoindre le combat. Mais pour l'Iran, lorsqu'il s'agit du Royaume-Uni, qui est le Royaume-Uni dans l'ensemble du calcul en Asie de l'Ouest, comment l'Iran perçoit-il le Royaume-Uni? How does Iran see the United Kingdom? Rien. Le Royaume-Uni est un régime en train de s'effondrer. Starmer n'a aucune crédibilité dans son propre pays. Il est profondément méprisé. Son parti est très impopulaire et il a déjà bien assez à faire avec l'Ukraine. Et bien sûr, il a aidé les Israéliens à mener le génocide en effectuant des vols de renseignements au-dessus de Gaza au cours des 2 dernières années environ. C'est donc un véritable monstre. Mais il n'a rien à ajouter à ce que font déjà les États-Unis. Il est déjà très difficile pour les États-Unis de poursuivre ce combat. C'est très coûteux, car ils doivent maintenir leurs moyens très loin. Donc ils doivent voler et se ravitailler. Et au retour, ils doivent encore se ravitailler. Ce n'est pas comme lorsque les Iraniens ont mené des frappes aériennes contre des cibles américaines dans le golfe Persique ce matin. Ils ont décollé, frappé, prévenu. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne pour les Américains ou le régime israélien. C'est donc bien plus coûteux. Il faut mener davantage de missions. Vous savez, chaque sortie a moins d'impact. Et les avions ont besoin de révision, de réparation. Je veux dire, je ne suis pas un expert en la matière, mais c'est pas viable. Et, bien sûr, la logistique est un cauchemar. Ils doivent sans cesse acheminer du matériel depuis les États-Unis. Ils ont déjà dépensé plusieurs milliards de dollars, même sans tirer de missiles ni rien de ce genre, simplement pour amener tous ces moyens ici et les entretenir. Le Royaume-Uni ne peut donc rien faire de particulier, pas plus que les Saoudiens ou les Émiratis. En fait, les Saoudiens et les Émiratis se tireraient une balle dans le pied s'ils s'impliquaient. Merci. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. As always. Merci. C'est toujours un plaisir, toujours un honneur. Et je tiens à présenter mes condoléances à tous vos téléspectateurs. L'Ayatollah Khamenei était une personne extraordinaire, une personne vraiment extraordinaire. Je ne pense pas qu'il y ait eu quelqu'un comme lui, mais il a ouvert la voie. Et j'espère qu'avec la défaite de l'Empire dans cette partie du monde, cela aidera nos sœurs, frères et camarades vénézuéliens, ainsi qu'à Cuba et dans d'autres régions, à pouvoir s'affirmer plus ouvertement à travers le monde. J'espère que cela, malgré les difficultés, la douleur, la souffrance, la mort, le meurtre de toutes ces petites filles, c'est horrible. Mais malgré tout cela, je pense que ce qu'il a accompli est un grand service rendu à l'humanité. Oui. Thank you, Professor. Thank you. Oui, merci. Merci.